Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News. Tout de suite, les principaux titres. Nous ouvrons ce journal avec la lutte contre le terrorisme alors que l'Algérie accueille une réunion consultative d'experts consacrée à la sécurité et à la coopération face aux menaces terroristes. Au Maroc, le bilan humain s'alourdit après des crues soudaines. Au moins 37 morts ont été recensés dans la ville de Safi, touchée par de violentes intempéries. Direction le Sahara occidental où le président sahraoui Brahim Ghali affirme que la conscience et la cohésion du peuple sahraoui constituent un rempart infranchissable face aux tentatives de déstabilisation et aux conspirations. À Gaza, le cessez-le-feu est à nouveau fragilisé. Le Hamas accuse l'entité sioniste d'avoir violé les termes de l'accord, ravivant les craintes d'une reprise du génocide à grande échelle. Et enfin, dans notre dossier ukrainien ce soir et au second jour des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, le président Volodymyr Zelensky s'est exprimé en conférence de presse, annonçant que les négociations avec la partie américaine n'étaient pas faciles mais productives et que la question du territoire restait douloureuse. Bonsoir et bienvenue. Avant de développer ces titres, on commence avec cette actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé ce lundi un décret présidentiel accordant une grâce à Mohamed Amin Belrit, selon un communiqué de la présidence de la République, et ce en vertu de la Constitution, notamment des articles 91, alinéas 7 et 8, et 182, et sur la base de l'avis consultatif émis par le Conseil supérieur de la magistrature et conformément aux dispositions de l'article 182 de la Constitution, ajoute la même source qui précise que le décret présidentiel accorde une remise totale de la peine restante à purger au profit du détenu définitivement condamné. Les travaux de la réunion consultative des experts sur le plan d'action stratégique africain pour la lutte contre le terrorisme ont débuté lundi à Alger avec la participation d'une élite d'experts et de spécialistes venus des différentes régions et institutions africaines. Durant 2 jours, les experts examineront à huis clos la résolution et le projet du plan d'action stratégique continental pour la lutte contre le terrorisme ainsi que le cadre politique et les plans d'action régionaux pour la lutte contre le terrorisme. Les travaux de la réunion seront couronnés par une série de recommandations pratiques à même de contribuer au renforcement de la réponse africaine commune et à l'appui aux efforts de l'Union africaine et des États membres en matière de lutte contre le fléau du terrorisme sous toutes ses formes. Selma Mansouri, secrétaire d'État auprès du ministère algérien des Affaires étrangères, chargé des affaires africaines, a rappelé qu'à Malabo en 2022, lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement africains ont appelé à la révision et au renforcement de la réponse continentale en matière de lutte contre le terrorisme. Lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu à Malabo en 2022, les chefs d'État et de gouvernement africains ont appelé à la révision et au renforcement de la réponse continentale en matière de lutte contre le terrorisme. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du mandat confié au président de la République Abdelmajid Tebboune en sa qualité de leader de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent, visant à mobiliser la volonté politique au plus haut niveau et à consacrer l'appropriation africaine des stratégies de lutte contre le terrorisme. Face à la nature de ces défis et à l'enchevêtrement de leurs dimensions, la nécessité s'impose pour l'Afrique de renforcer sa présence et son rôle en tant qu'acteur stratégique influent dans l'effort international de lutte contre le terrorisme à travers une approche continentale plus cohérente et intégrée, fondée sur la clarté de la vision et l'ancrage de la souveraineté stratégique. Le plan d'action stratégique continental soumis aujourd'hui à votre discussion est appelé à constituer le cadre de référence global et structurant de toutes les formes d'engagement, qu'elles soient continentales, onusiennes ou bilatérales.
Il apparaît essentiel aujourd'hui, selon Barta Selma Mansouri, d'œuvrer à l'activation de plusieurs mécanismes continentaux proposés par le président Tebboune pour lutter efficacement contre le terrorisme, à l'image d'un mandat d'arrêt africain, une liste africaine de toutes les entités terroristes. La multiplication de cadres et d'initiatives non harmonisées a affaibli l'impact collectif et compromet les fondements de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique. Conformément aux initiatives appelées par le leader de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, il apparaît essentiel d'œuvrer à l'activation de plusieurs mécanismes continentaux proposés, au premier rang desquels le Fonds spécial de lutte contre le terrorisme, le mandat d'arrêt africain et la liste africaine des entités terroristes, ainsi que la mise en œuvre effective du sous-comité du Conseil de paix et de sécurité chargé du terrorisme, ainsi que le renforcement des capacités humaines, techniques et financières des mécanismes africains spécialisés, notamment les forces africaines en attente, l'agence Afripol, le comité africain du renseignement et de la sécurité, ainsi que le Centre africain de lutte contre le terrorisme, demeure un élément déterminant pour garantir l'efficacité de toute réponse collective. Le terrorisme n'est plus circonscrit à des espaces géographiques déterminés, mais s'est transformé en une menace transfrontalière évolutive, se nourrissant d'interactions complexes entre la criminalité organisée transnationale, les économies illicites et le trafic illégal des ressources. Notre rencontre se tient à un moment particulièrement délicat pour l'Afrique, alors que le terrorisme n'est plus un phénomène conjoncturel ni circonscrit à des espaces géographiques déterminés, mais s'est transformé en une menace transfrontalière évolutive se nourrissant d'interactions complexes entre la criminalité organisée transnationale, les économies illicites et le trafic illégal des ressources, en plus de l'exploitation croissante des technologies modernes et de l'aggravation des fragilités structurelles de certains États. L'Afrique supporte aujourd'hui la plus lourde charge de ce fléau, enregistrant plus de 70% des victimes du terrorisme à l'échelle mondiale, dans le cadre d'une crise structurelle qui affecte l'autorité des États, compromet les trajectoires de développement et alimente des spirales d'instabilité. L'Algérie réaffirme ses engagements et sa disponibilité à poursuivre sa contribution active au service des objectifs de paix, de stabilité et de développement durable sur le continent. Le document soumis aujourd'hui à votre discussion constitue une étape essentielle dans le processus d'élaboration d'une réponse africaine coordonnée, à même de répondre à la nature des menaces actuelles tout en tenant compte des spécificités du contexte continental. Dans ce cadre, je tiens à saluer le rôle central joué par le Centre africain de lutte contre le terrorisme, afin de garantir la transformation des orientations stratégiques en résultats tangibles sur le terrain. Enfin, l'Algérie réaffirme fidèle à ses engagements africains et historiques, sa disponibilité à poursuivre sa contribution active au service des objectifs de paix, de stabilité et de développement durable sur le continent. J'exprime également l'espoir que vos discussions aboutiront à des recommandations fortes et pragmatiques à la hauteur des défis posés. Au Maroc, au moins 37 personnes ont trouvé la mort et 32 autres ont été blessées dimanche dans la ville de Safi suite à des crues soudaines après des fortes précipitations orageuses. Selon le dernier bilan des autorités locales rendu public lundi, la province de Safi, à environ 300 km au sud de Rabat, a été touchée par de très fortes précipitations orageuses ayant provoqué des écoulements torrentiels exceptionnels en l'espace d'une heure. Les inondations ont commencé à 16h30. Nous nous demandons pourquoi aucun camion n'est venu pomper l'eau comme le faisait auparavant la société Radis pour évacuer l'eau. Nous savons que c'est une catastrophe que nous acceptons qu'en venant de Dieu. Mais où sont les responsables ?
Malheureusement, aujourd'hui, la ville de Safi a connu une mauvaise journée, voire une journée noire. Les efforts se poursuivent à l'heure actuelle. Merci à la protection civile et merci aux habitants de la vieille Médina qui ont déployé des efforts considérables. À l'heure actuelle, nous déplorons plus de 20 décès. Dans un discours prononcé lors d'une réunion réunissant les cadres de l'État et du Front Polisario sous la présidence de la République, le président Brahim Ghali a expliqué que le peuple sahraoui est victime d'une attaque féroce sur tous les fronts, soulignant que la résistance et la volonté du sacrifice ou de sacrifice du peuple sahraoui sont le rocher sur lequel se briseront les attaques et les complots de l'ennemi. Le président de la République sahraoui, secrétaire général du Front Brahim Ghali, a souligné que le peuple sahraoui est pleinement conscient de l'ampleur des défis et des complots ourdis contre lui, affirmant que ces plans se solderont par un échec et une déception pour leurs auteurs. L'occupation marocaine a échoué lamentablement dans sa tentative de faire passer sa thèse au Conseil de sécurité avec l'aide de ses alliés, s'efforçant de déformer la lutte du peuple sahraoui. La phase actuelle au cours de laquelle le peuple sahraoui se prépare à célébrer le 50e anniversaire de la création de l'État sahraoui exige de la persévérance, une concentration des efforts et une valorisation des acquis obtenus dans différents domaines. Je condamne l'accord conclu entre la Commission européenne et le Maroc et je dénonce les positions partiales de la France et du gouvernement espagnol. Je salue les positions de solidarité dont bénéficie la cause sahraoui. Je loue la position inébranlable de l'Algérie à l'égard de la cause sahraoui et sa défense de la légitimité internationale. En République démocratique du Congo, plus de 100 000 enfants parmi 500 000 personnes ont fui l'escalade des violences dans l'est de la République, en particulier dans la province du Sud Kivu. Certains cherchent refuge au Burundi voisin. A alerté l'UNICEF lundi, depuis le 1er décembre, plus de 500 000 personnes ont été déplacées dans cette province, dont plus de 100 000 enfants. Un chiffre appelé à augmenter avec la poursuite des combats. Un afflux important de réfugiés a été enregistré au Burundi. Entre le 6 et le 11 décembre, plus de 50 000 personnes fuyant les violences ont été identifiées, dont près de la moitié sont des enfants. Ce bilan reste provisoire, les opérations d'enregistrement étant toujours en cours. Parmi les nouveaux arrivants figurent des personnes blessées par les combats, des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, ainsi que des femmes exposées à des risques accrus. Nous coordonnons avec d'autres organisations des Nations Unies pour accélérer les évaluations et renforcer l'assistance dès que les conditions de sécurité le permettront. Les enfants ne doivent jamais payer le prix du conflit. Le directeur général de la chaîne internationale algérienne Al24 News, Ahmed Kateb, a signé lundi un protocole d'accord officialisant l'adhésion de la chaîne publique algérienne à l'Union des radiodiffuseurs arabes. Dans une déclaration faite après la cérémonie de signature au siège de l'Union à Tunis, Ahmed Kateb a qualifié l'adhésion de la chaîne à l'Union d'une étape importante pour l'avenir de la chaîne, soulignant l'importance de cette adhésion dans le contexte de l'échange d'informations et d'expériences entre les pays membres. نبارك لأنفسنا توقيع انضمام قناة Al24 News الجزائرية. Nous nous félicitons de la signature de l'adhésion de la chaîne publique algérienne Al24 News à l'Union des radiodiffuseurs arabes. Cette adhésion est un pas important car l'Union est une organisation ancienne et c'est la maison des gens des médias arabes. Il est donc impossible qu'une chaîne d'information soit hors du circuit de cette organisation. Cela permettra l'échange d'informations mais également l'échange des expériences entre tous les membres, ce qui est important pour la chaîne Al24 News. À Gaza, la liste des martyrs ne cesse de s'allonger jour après jour. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande s'est alourdi ce lundi, atteignant les 70 665 martyrs et 171 145 blessés, selon les autorités palestiniennes de la santé. Les corps de 2 martyrs ainsi que 6 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, précise la même source.
Les brigades Al-Qassam ont publié dimanche un communiqué accusant l'entité sioniste de violer l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza suite à la dernière frappe aérienne menée dans la ville. Dans un communiqué, les brigades Al-Qassam ont confirmé la mort de leur commandant supérieur Ra'ad Saad, l'un des membres fondateurs. Les brigades Al-Qassam ont fermement condamné dans leur communiqué les assassinats continus et les attaques contre la population de Gaza, qualifiant les actions de l'entité sioniste de franchissement de toutes les lignes rouges. Le communiqué a appelé les États-Unis et les médiateurs concernés à assumer leurs responsabilités, soulignant que les brigades Al-Qassam se réservaient le droit de répondre à toute agression et de se défendre par tous les moyens légaux. Et en Cisjordanie occupée, les forces d'occupation ont lancé lundi une vaste campagne de raids et d'arrestations dans les villes et les villages. Le centre d'information palestinien a indiqué que les forces d'occupation avaient arrêté 6 Palestiniens, dont 2 prisonniers libérés, lors d'une campagne de raids qui a touché les gouvernorats de Ramallah, Naplouse, Jenin et El-Quds ainsi que Ariha. Toujours en Palestine occupée, des dizaines de colons ont pris d'assaut lundi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa sous la protection des forces d'occupation sionistes, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. 3e lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons, les soldats sionistes. Ces actes visent à judaïser la ville d'Al-Quds, imposer une nouvelle réalité et changer l'identité culturelle de la ville sainte. Le ministre russe de la Défense a annoncé que ses forces avaient pris le contrôle d'une nouvelle localité dans l'est de l'Ukraine. Dans un communiqué publié lundi sur Telegram, le ministère a confirmé que les forces russes avaient pris le contrôle de la ville de Pish-Chanoï dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk et progressé vers les positions stratégiques dans la région de Soum. Le ministère russe de la Défense a révélé que ses systèmes aériens avaient abattu 545 drones en 24 heures. Le communiqué ajoute que les défenses aériennes russes ont détruit des missiles et des drones et ont également lancé des frappes contre des infrastructures de transport utilisées pour acheminer des armes occidentales. Les habitants d'Odessa sont restés sans électricité pour le troisième jour consécutif lundi, après qu'une frappe de missiles et de drones présumés russes a paralysé le réseau électrique samedi. Le courant a été rétabli au cours des dernières 24 heures pour la quasi-totalité des infrastructures essentielles d'Odessa et de sa région, a indiqué le gestionnaire du réseau électrique local DTEC. Cependant, de nombreux foyers restent privés d'électricité. DTEC a ajouté qu'environ 185 000 personnes dans la région d'Odessa ont bénéficié d'un rétablissement de l'électricité. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que les pourparlers entre les négociateurs de la paix américains et ukrainiens n'étaient pas faciles mais productifs et que la Russie utilisait ses attaques contre l'Ukraine comme levier dans ces pourparlers. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que la question du territoire restait douloureuse dans les pourparlers, mais qu'il pensait que les États-Unis aideraient l'Ukraine à trouver un compromis. Zelensky a ajouté qu'aucune centrale électrique en Ukraine n'avait été épargnée par les frappes russes contre le système énergétique du pays. Aujourd'hui, ici à Berlin, nous avons tenu nos consultations avec la partie américaine. Il s'agissait également d'une discussion très importante. Nos conversations ne sont jamais faciles, je dois l'avouer. De nombreux détails ayant été abordés et il est important qu'un temps conséquent soit consacré à de tels échanges, alors que divers processus diplomatiques sont en cours, y compris des négociations susceptibles de mettre fin à la guerre. Nous ne devons pas oublier que les attaques de cette guerre
guerre, l'agression russe se poursuivent chaque jour. Poutine utilise la brutalité des frappes comme moyen de pression dans les négociations. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu lundi après-midi par le président allemand Frank-Walter Steinmeier pour des entretiens au palais de Bellevue à Berlin. Zelensky a signé le livre d'or à son arrivée. Les pourparlers de paix entre les envoyés américains et Zelensky, ainsi que des responsables ukrainiens et européens, se sont poursuivis lundi matin dans le cadre d'une série de réunions visant à garantir la paix et la sécurité du continent européen. Le Kremlin a déclaré lundi que le refus de l'Ukraine de rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN dirigée par les États-Unis était une question fondamentale dans les pourparlers sur un éventuel règlement de paix et qu'elle faisait l'objet de discours spéciaux. Le président russe Vladimir Poutine a exigé à plusieurs reprises que l'Ukraine renonce officiellement à ses ambitions au sein de l'OTAN et retire ses troupes des quelques 10% de Donbass et que Kiev contrôle encore. Moscou a également déclaré que l'Ukraine devait être un pays neutre et qu'aucune troupe de l'OTAN ne pouvait être stationnée sur son territoire. Naturellement, cette question est l'un des piliers et bien entendu, elle fait l'objet de discussions particulières et c'est dans cet esprit que s'inscrit un processus de négociation que nous ne souhaitons pas mener de manière tapageuse. Des négociations sont en cours entre les négociateurs américains, européens et ukrainiens. Une fois leurs travaux terminés, nous attendons des États-Unis qu'ils nous informent de la version de l'accord actuellement en discussion. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré lundi que la prise de contrôle de la région du Donbass ne sera pas l'objectif final de Poutine. Le statut du Donbass, qui comprend les régions de Donetsk et Louhansk, est devenu un point d'échappement majeur dans les pourparlers sur un règlement pacifique en Ukraine. Kallas a également reconnu qu'il restait difficile de parvenir à un accord sur un prêt des réparations pour l'Ukraine basées sur les avoirs russes gelés en Europe. Elle s'est toutefois dite confiante que cette solution construirait la voie la plus crédible et a souligné que les dirigeants étaient déterminés à poursuivre leurs efforts jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Il faut bien comprendre que le Donbass n'est pas l'objectif final de Poutine. S'il s'empare du Donbass, la forteresse sera détruite et il passera sans aucun doute à l'invasion de toute l'Ukraine. Et si l'Ukraine tombe sous son joug, d'autres régions seront également menacées. L'histoire nous l'a appris et nous devons en tirer les leçons. Le nouveau gouvernement d'alliance entre la droite et l'extrême droite du Premier ministre Andrej Babis a prêté serment lundi en République tchèque. Le mouvement souverainiste ANO a remporté les élections législatives en octobre dans 7 États membres de l'Union européenne et de l'OTAN, peuplé de 10,9 millions d'habitants. Il s'est associé au parti d'extrême droite SPD et au parti des droites motoristes pour former un cabinet s'appuyant sur 108 députés au sein d'un parlement de 200 sièges. Dans la situation actuelle, notre pays aura certainement besoin non seulement de cohérence, mais aussi d'une vision d'espoir et de stabilité. Autant d'éléments que la population attend et dont elle aura besoin. Il sera donc important que votre gouvernement soit un gouvernement qui unisse plutôt que divise. Il est tout à fait naturel que chaque gouvernement et chaque homme politique se préoccupe principalement des intérêts des citoyens de son pays. Mais nous devons également faire preuve de suffisamment de responsabilité pour souligner qu'il est dans l'intérêt de nos citoyens et de notre pays d'assurer leur sécurité et leur prospérité grâce à l'adhésion à des organisations internationales.
Pékin a exhorté lundi les pays concernés à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine après que le tribunal de Hong Kong a reconnu coupable le magnat Jimmy Lai lors d'un procès historique en matière de sécurité. Lundi, la haute cour de Hong Kong a reconnu coupable le magnat Jimmy Lai de complot en vue de collusion avec des forces étrangères dans le cadre du procès le plus médiatisé de la ville en vertu d'une loi sur la sécurité nationale qui pourrait lui valoir une peine de prison à vie. Hong Kong est une société régie par l'état de droit et le gouvernement central soutient fermement la région administrative spéciale dans ses efforts pour préserver la sécurité nationale et punir les actes criminels qui la mettent en péril, conformément à la loi. Cette affaire judiciaire relève exclusivement des affaires intérieures de la région administrative spéciale de Hong Kong. Nous exhortons les pays concernés à respecter la souveraineté de la Chine et l'état de droit à Hong Kong à s'abstenir de toute déclaration irresponsable concernant le traitement des affaires judiciaires dans la région et à s'abstenir de toute ingérence dans le système judiciaire de Hong Kong ou dans les affaires intérieures de la Chine. La Chine annonce des sanctions contre les forces séparatistes prônant l'indépendance de Taïwan, accusant l'ancien chef d'état-major des forces d'autodéfense japonaises d'avoir servi de conseiller aux autorités taïwanaises, affirme le ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine s'oppose fermement à ce que l'ancien chef d'état-major des forces d'autodéfense japonaises, Shigeri Iwasaki, serve de prétendu conseiller auprès des autorités taïwanaises et a adressé à plusieurs reprises des représentations solennelles au Japon à ce sujet. En réponse aux actes odieux susmentionnés, conformément à la loi de la République populaire de Chine, sur les sanctions contre les ingérences étrangères, le ministère des Affaires étrangères a publié un ordre annonçant des contre-mesures pour sanctionner ceux qui colludent avec les forces séparatistes prônant l'indépendance de Taïwan et les encouragent. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.